Bonjour, bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, 22e édition, dans le cadre du forum New Worlds en Fantasy, donc le forum littéraire du festival, car la créativité fantastique cinématographique est très connectée à la littérature et la bande dessinée. Et ce forum a été créé en 2010 et depuis toutes ces années, en fait, ces longues années, il a accueilli énormément d'auteurs et d'autrices qui ont compté et dans la bande dessinée et dans la littérature plus traditionnelle, la littérature de science-fiction par exemple. Et cet après-midi, nous sommes très heureux de présenter d'avoir en fait une thématisation en deux parties sur la bande dessinée en général, et plus particulièrement la bande défilée, donc la bande dessinée numérique, qui est une pratique, un médium qui se développe beaucoup en ce moment et qui, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais assez mal avant qu'on ait la gentillesse de proposer cette thématique, et on est ravis d'accueillir les auteurs et les autrices cet après-midi pour débattre et pour présenter ce média-là. Donc l'après-midi va se dérouler en deux parties. La première partie maintenant, nous avons la chance d'accueillir Martin Panchaud, un auteur de bande dessinée, on va dire très prometteur, mais plus que prometteur, car son premier album a reçu c'est le Fauve d'or d'Angoulême en 2023, donc au Festival d'Angoulême en début d'année, en janvier. Il est ici pour parler de son travail de bande dessinée plus traditionnel, mais aussi d'aborder l'aspect bande défilée, l'aspect plus numérique, l'aspect plus, innovation de ce médium-là. Et la deuxième partie de cet après-midi sera en fait à 15h15 et non pas l'heure qui est inscrite dans le programme papier, donc c'est 15h15 plus tard. Et puis nous aurons la maison d'édition suisse Collection RVB, qui édite depuis 2018 des bandes défilées, de la bande dessinée numérique, qui viendront parler, donc c'est une maison d'édition suisse, qui viendront parler de leur travail ensuite. Mais je voulais, avant de commencer, remercier chaleureusement Pro Helvetia qui nous soutient pour cet événement exceptionnel. Je voulais remercier Raina Guerrig et Aurélia Maillard-Despont qui sont ici. Nous avons la chance de les accueillir au festival et qui, avec nous, ont développé le format de cet après-midi. Nous sommes ravis. Et bien sûr, Boris Bruckler, qui a été l'initiateur, qui a amené vers moi la bande défilée, que je ne connaissais pas très bien, et qui va modérer les deux rencontres, à commencer par la rencontre maintenant avec Martin Panchaud. Merci beaucoup, Boris. Martin, je vous laisse I leave you the floor. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Merci beaucoup Martin Panchaud d'être là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un immense plaisir. Vraiment, on a pu se le dire, enfin, j'ai pu vous le dire juste avant, mais vraiment c'est un très très grand plaisir d'avoir un auteur aussi prestigieux pour cette première rencontre. Merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là. Parfait. Alors, je vais commencer peut-être juste par rappeler juste quelques dates. Ensuite, on va enchaîner quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu innovant. Mais on va commencer par la première date de 2016, où vous avez réalisé une incroyable adaptation en bande défilée, bande dessinée, enfin on va voir comment est-ce qu'on peut qualifier ça exactement, une adaptation de l'épisode 4 de Star Wars, ce qu'on appelait à l'époque la guerre des étoiles, et on va en découvrir très rapidement un petit extrait. 2020, c'est la publication de Die Farbe der Dinge aux éditions modernes, et l'adaptation, ou plutôt la traduction, ou le voyage vers l'édition française en 2022 avec La couleur des choses aux éditions Ça et Là. Et puis vous avez reçu également le prix suisse du livre jeunesse en 2021, et comme l'a rappelé Pierre-Yves, le Fauve d'or d'Angoulême cette année. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce prix, c'est un petit peu la palme d'or en fait du meilleur album que Martin Panchaud a reçu. Donc c'est vraiment un prix extrêmement prestigieux, et également le prix ACBD de la critique 2023. C'est un prix que les auteurs aiment beaucoup d'habitude, parce que c'est vraiment un prix de professionnel à professionnel, donc c'est vraiment un très très beau prix. Mais avant de vous entendre, ce que je vous propose, c'est de découvrir un premier extrait d'un montage qui a été réalisé entre la bande dessinée donc de Martin Panchaud, adaptant cette célèbre saga de science-fiction, et le son du film. Qu'est-ce que ça donne si on monte ensemble une bande dessinée adaptant un film et le son du film? Je vous propose de découvrir d'ores et déjà un premier extrait.
entendu? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. C'est de la folie pure. Nous sommes perdus. Cette fois, la princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Qu'est-ce que c'est? D2R2, où es-tu, mon vieux? Et voilà, ce premier extrait. Alors, première impression? Bravo, c'est rigolo. Alors c'est en français, c'est oui, c'est rigolo. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu la version française qui m'a ramené en enfance du coup, Ouais, c'est ça. parce que je l'ai revu, enfin je l'ai vu en français. Mais non, c'est super, c'est très bien. On remercie alors l'excellent Laurent Dormont qui a réalisé ce montage. On va avoir un autre extrait après. Alors effectivement, c'était en français pour permettre un petit peu une compréhension plus simple. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant au travers de cet exercice, c'est de voir à quel point votre adaptation est fidèle et à quel point elle fonctionne en fait avec le son. Donc ma toute première question, on va partir avec votre début de carrière en bande dessinée et puis avec ce premier album, cette première œuvre, parce que c'est pas tout à fait un album. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre début de carrière artistique? Et qu'est-ce qui vous mène vers cette adaptation de Star Wars qui est quand même assez exceptionnelle par sa longueur et par sa précision? Alors, c'est comment je suis venu à Star Wars, c'est ça? À la bande dessinée, puis à cette adaptation de Star Wars. Alors, pour la faire courte, faut revenir à ma petite enfance presque. J'ai 4 ans. Et en fait, on découvre que je suis un grand dyslexique. Je suis 15 années d'échec scolaire. Aucune voie devant moi, à part la voie artistique, qui est un peu une voie échappatoire, comme ça. Sauf que pour faire des études d'art, il faut quand même avoir des bonnes notes. Vu que je n'ai pas des bonnes notes, toutes les portes se ferment. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est du multimédia. J'ai pas d'affinité avec l'ordinateur. J'ai découvert, en fait, le monde de l'informatique qui arrive pas à pas dans les foyers, comme ça. Je fais partie de cette génération. Et ça me fascine et je le comprends. C'est un monde que je comprends. Et donc, je veux faire des études de multimédia. La seule école qui m'accepte, c'est une école qui fait aussi de la bande dessinée, qui est en Valais. C'est l'EPAC, donc. C'est l'EPAC, exactement. Ouais, on est en Suisse, on peut être plus local, c'est vrai. C'est à Saxon, exactement. Et à partir de là, je suis entouré en fait de gens qui sont amoureux de la bande dessinée et ils sont tous là pour ça en fait. Personne n'est là vraiment pour le multimédia. Je pense qu'ils ont mis ça parce que c'est un peu la mode. Mais et donc je me fais vraiment convertir. Donc on est en quelle année là? Là, on est dans les années 2000. Je finis en 2004 à peu près. Et vraiment, en fait, ça me permet aussi de trouver un langage, peut-être quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver à travers le langage écrit, en tout cas sa graphie et sa grammaire. Et à partir de là, en fait, il y a cet effet de conversion. Et donc, je suis assez radical sur la bande dessinée. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de sous-exploité, d'énorme, d'immense. Un territoire vraiment qui exploite à la fois l'art visuel, mais le texte aussi, le langage, le rapport à l'imaginaire. Enfin, il y a énormément de choses à aller voir. Et suite à ça, je fais des études de graphisme, histoire de trouver un vrai métier. Sauf que 2008, la crise financière, pas de travail. Donc, je reviens à la bande dessinée. Enfin, j'ai du temps pour ça.
Et c'est à partir de là où, en fait, avec un ami, on crée une sorte de laboratoire qui explore de nouvelles voies à la narration, notamment la bande dessinée. Et c'est à travers un exercice que je développe en fait ce langage qui est à la fois le minimalisme du graphisme et la narration de la bande dessinée, qui consiste à raconter des histoires où les personnages sont réduits à des formes géométriques, qui parlent entre elles, qui sont nommées. Et en fait, le lecteur, finalement, lit ces images comme elle lirait un texte, finalement, en le décryptant et en oubliant ce qu'elles vont. On va revenir plus précisément sur cette grammaire. Et puis, mais à partir de cette découverte, de cette invention, de cette nouvelle grammaire graphique, qu'est-ce qui suit en fait, pour arriver jusqu'à cette... À Star Wars. Ouais. Alors, c'est un peu rigolo. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est une petite leçon qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est qu'on peut voir qu'en fait, à chaque fois, à chaque nœud, en fait, il y a une sorte de... s'adosser à quelque chose de très difficile renvoie en fait à une autre solution. Et cette solution est parfois plus intéressante de ce qu'on essaie de faire. Et donc... je développe ça, je me dis je vais faire un livre plus dense, plus grand. J'imaginais vraiment un vrai roman graphique avec tout ce langage-là. Sauf qu'il n'a pas été éprouvé encore. Je sens que ça plaît, je sens que ça peut intéresser, mais voilà. Et puis moi, je débute aussi dans l'écriture. Je n'ai jamais écrit de livre, enfin, c'est quelque chose de très nouveau. Et donc, il s'avère qu'à un moment donné, il y a une conjoncture qui fait mon seul client, à vrai dire, on va le nommer FSD, qui démine, enfin des démineurs à qui je fais le rapport annuel, veut que je travaille vite, sauf qu'ils sont toujours en retard. Donc moi, je bloque du temps pour eux, et en fait, ils livrent pas les textes, donc je peux pas travailler. Et en 2015, quand j'ai commencé, j'allais devenir papa. Donc pour le coup, j'ai vraiment bloqué beaucoup de temps. Et c'est des jumeaux en plus, donc on m'a dit non mais oublie. Et donc, il est arrivé un moment où mes jumeaux dormaient très bien, mon client ne me livrait pas et j'avais du temps. Et donc, j'ai commencé, en fait, un peu en dilettante à faire ce Star Wars en mode, tiens, je vais prendre un texte que je n'ai pas écrit et je vais essayer de l'adapter, faire une adaptation vraiment comme un auteur de roman ferait une adaptation, enfin, un auteur de film, un réalisateur, pardon, adapterait un roman, moi je vais prendre un film et je vais l'adapter en roman. Je vais faire ce chemin un peu inverse. Et à partir de là, j'ai tiré un fil, comme ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On est un peu innocent, comme ça, on y va. Et ça va me mener à 1 année et demie de travail. C'était 1 année et demie de travail pour Star Wars. Oui, de porte à porte, ou à peu près. Mais alors, c'est pas à plein temps. Hein. Après, j'ai fait des pauses. Et puis, j'ai envie de dire, c'est 6 mois à plein temps. 6 mois full job, je pense. On peut rappeler peut-être la longueur. En fait, si on mesure la longueur de cette bande dessinée, elle ferait elle fait 123 mètres, en fait. 30 cm sur 123 mètres. Mais si on m'avait dit, tu en as pour 1 année et demie et ça fera 123 mètres, je pense que je n'aurais pas touché à cette chose. Moi, j'avais estimé à 8 mètres ou à 50 mètres au max. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au bout d'un moment... quand j'ai commencé, on doit se mettre un peu dans les souliers du réalisateur et se dire ok, j'ai des décors, j'ai des personnages, comment je construis mes décors, comment je cadre, enfin tous les choix en fait qui ont été faits, j'ai pu en fait, c'était vraiment une leçon finalement de mise en scène et puis de dramaturgie aussi. Alors, c'est une leçon assez magnifique. Je vous recommande vraiment très très chaudement d'aller voir cette bande dessinée qui est disponible gratuitement sur Internet. C'est absolument extraordinaire. Enfin, si vous aimez, même si vous n'aimez pas l'univers de Star Wars, vraiment, je vous encourage à découvrir ça. On va avancer un petit peu avec ce parcours, parce que vous avez vraiment eu un parcours mais absolument exceptionnel dans tous les sens du terme. Pour la première bande dessinée publiée, La couleur des choses, c'est un parcours exceptionnel mais exceptionnellement compliqué. Pour éditer cette bande dessinée, pour arriver à ce qu'elle finalement elle gagne ce prix prestigieux qu'est le Fauve d'Or. Est-ce que vous pourriez un petit peu rappeler aussi ce parcours-là qui était compliqué ? Alors là aussi, alors ça a pris encore plus de temps que Star Wars. C'était en fait donc 2009, je publie ce premier essai en fait avec ce langage et par hasard, la crise systémique de 2008 continue. En fait, elle a duré assez longtemps. Enfin, moi, je fais partie de la génération qui a ramassé ça de plein fouet. Et donc, le chômage m'envoie 3 mois à Londres pour apprendre l'anglais. J'ai eu la chance d'avoir un conseiller, peut-être qu'il faut que je le remercie dans un livre d'ailleurs, qui était assez
bienveillant pour voir qu'en fait, il n'y avait pas de travail. Et puis il m'a un peu foutu la paix en voyant que j'étais un peu proactif. Donc voilà. Et puis un jour, j'ai dit, je déprime à Genève, j'aimerais bien voyager un peu. Il m'a dit, je vous envoie à Londres 3 mois, ça vous prendra des couleurs. Je dis, très bien. Et à partir de là, j'ai eu du temps. C'est un peu ma première résidence artistique finalement. J'ai eu un espace où j'étais loin de ma famille, de mes amis. Je découvre une ville que je connais pas, et à partir de là, en fait, je commence à écrire les premières lignes de cette histoire. Je fais 50 pages, je vais aller un peu vite, que je montre au prix Top Fair Jeunesse à Genève, ils choisissent le livre, ce qui donne un petit boost. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Yanis qui était dans le jury. Est-ce que tu confirmes? Yanis Lamakia qui est présent dans le public. Voilà, il y a un membre du jury, là, tout le monde c'est sait. un premier lecteur, le premier lecteur peut-être même de cette œuvre, qui était là, et ça c'était en 2012. Et donc, à partir de là, en fait, je cherche des éditeurs, personne n'en veut, et puis j'ai une phase d'itération comme ça où je me dis non, c'est pas assez bien, c'est pas assez dense, c'est pas assez long. Donc là, je muscle un peu le travail, je réécris, je recommence, et puis en fait, j'avais trois piliers. Le premier, c'était travailler sur l'histoire, la narration. Le deuxième, c'était financer ce projet. Je me suis dit, si tu veux être pro, il faut trouver de l'argent, donc va chercher de l'argent. Parce que, en sachant que on m'a tellement expliqué que pour trouver un travail, il fallait fallait savoir écrire correctement, enfin, il fallait avoir une mature, enfin bref, des trucs comme ça, et que j'avais rien de tout ça, je me dis, jamais personne ne voudra de moi comme employeur. Et donc je me suis dit, j'ai pas de plan B en fait, il faut vraiment que j'y arrive là. Donc ça me prend pas mal de temps aussi de lever des fonds à travers des fondations, des institutions. Et troisième, c'est chercher un éditeur qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Et là, ça a été compliqué. Hein. Et là, c'était assez compliqué. Mais c'est toujours intéressant parce que j'avais des phases où j'avais beaucoup de non, mais quand j'ai un oui positif, ça donne assez d'énergie pour pouvoir passer à l'étape suivante et de nourrir le cycle comme ça. Et je réfléchis aussi à comment la diffuser, qu'est-ce que la bande dessinée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle sera demain, quel est le... on appelle ça le MVP, le Minimum Value Proposition, la valeur minimum d'une bande dessinée. Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un moment? Et c'est à travers ça aussi que je me dis, ok, Star Wars, ça vaut la peine de passer du temps dessus parce que ça sera disponible sur Internet. C'est un format qui est complètement compatible avec le langage Internet. Et ça va peut-être toucher du monde qui n'est pas lecteur de bande dessinée. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui matchaient. Le seul qui voit le boulot et qui dit j'ai jamais vu ça en 40 ans, on va le faire, ça va pas marcher mais on va le faire quand même, c'est David Basler des éditions modernes à Zurich. C'est un acteur très connu du milieu de la bande dessinée, tout à fait important. Très très grand éditeur. Et à partir de là, je me déménage à Zurich. Je sens vraiment qu'il y a un appel d'air. En fait, je découvre le Strapazine, qui est un magazine zurichois. Et à partir de là, il m'a dit reviens quand tu as fini. C'était en 2015. En 2019, je lui dis j'ai fini. On signe le contrat. En 2020, enfin mars 2020, il sort. En allemand, donc. En allemand. Farbe der Dinge. Exactement. Et une semaine plus tard, c'est le Covid. Parce que sinon, c'est trop simple. C'est trop facile. Donc voilà, et pour finir le second éditeur, ça prend du temps. Mais donc après, il cherche d'autres éditeurs, ça marche assez bien. 3e tirage, il y a des prix en Suisse, il a aussi été vu en Allemagne. Il se fait remarquer parce qu'il y a des journaux qui parlaient du livre alors qu'ils ne parlent jamais de bande dessinée. Donc c'est un succès vraiment pour Éditions Modernes. Mais voilà, personne n'en veut, aucune maison d'édition n'en veut et tout ça. Et David me dit, écoute, en plus il est en train de vendre, il est en train de prendre sa retraite, donc il a vendu à d'autres éditeurs. Il m'a dit, voilà, ton livre il a vécu, fais-en un autre, quoi. Moi je fais la retraite, bye. Et en fait, non, moi c'est impossible de finir ça. Donc je vais faire une résidence, enfin je demande une résidence à Paris, vers le canton de Zurich. Je vais en résidence à la Cité des Arts. Et mon objectif, c'est de trouver un éditeur francophone. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si je dis ouais, j'aimerais bien une résidence artistique à Paris pour trouver un éditeur francophone, on m'aurait dit non, évidemment. Et c'est ça tout le jeu qui est complexe aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est qu'on doit à la fois être très
avoir un esprit assez aiguisé sur le monde contemporain et ce qu'on a besoin et ce qu'on veut, et travailler avec des institutions qui en fait ont leur vision un peu, parfois romantique, parfois un peu à côté de la plaque d'ailleurs, de ce que c'est la culture en fait. Et vu qu'on est dans un monde qui accélère de plus en plus, c'est très difficile des fois de tirer, la bonne corde, de trouver la bonne corde, voilà exactement. Donc je suis là-bas, et là en fait, sans rentrer dans les détails, je dois prendre une maison d'édition où le mec adore le livre, mais je ne suis pas dans son catalogue parce que je suis francophone, et il faudra que je fasse en sorte de changer la ligne éditoriale de sa maison d'édition pour pouvoir rentrer dans le catalogue. Là aussi, peut-être une petite leçon, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de règles et de barrières en disant mais ça se fait pas, ce genre de choses. D'ailleurs, David Basler, quand il me voyait travailler sur Star Wars, il me disait mais t'as pas le droit de faire ça, t'as pas la licence. Il a dit assez longtemps, hein, mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien ce que tu fais et tout ça. Et une fois que j'ai passé le Rubicon, l'éditeur a déployé enfin, c'était le bon éditeur, la taille qu'il fallait, l'expérience qu'il fallait. C'est donc aux éditions ça et là. Éditions ça et là, Serge Evanzik, avec. Spécialisé d'habitude plutôt dans la traduction. Il fait que de la traduction. C'est là, il m'a dit, mais ton livre, tu l'as écrit en français ou en allemand? Et c'est là où je me suis dit, mais j'aurais dû prendre l'accent suisse-allemand, j'aurais dû faire croire que. J'aurais gagné quelques semaines, mais vu que je suis très persévérant et persuasif, paraît-il, il m'a dit bon, on va le faire. Et puis c'est là que ça sort, et c'est quand même un succès vraiment extraordinaire, on peut le dire, hein, pour ce type d'ouvrage qui est quand même exigeant, qui se donne pas. On n'est pas dans la bande dessinée qu'on appelle à papa, un peu. C'est pas du 48 pages cartonné couleur classique. Et d'ailleurs, je vous propose d'entrer un petit peu dans cette grammaire assez exceptionnelle. Alors, on n'aura pas le temps de faire tous les slides parce que j'en fais toujours beaucoup trop. Mais ça, c'est la toute première page. Voilà. Ça, je vous propose de découvrir cette toute première page avec cette grammaire, cette narration tellement particulière qui fonctionne par ajout de couches. Donc on voit par exemple sur la page de gauche, voilà, un premier personnage avec son nom, sa fonction. Juste à côté, un phylactère, même s'il n'est pas, c'est pas une bulle entourée, mais c'est quand même un phylactère. Et puis au-dessus, cette image de licorne rose qui nous indique qu'en fait il y a un dessin sur ce qui s'avère être un gâteau. On apprend ensuite que c'est un gâteau. Vraiment hyper simple. On peut pas. Là, c'est vraiment le degré minimal en fait d'information. Tout à fait. Alors, en fait, le but de ces pages, c'était d'avoir cet aspect tutoriel, c'est-à-dire enseigner au lecteur comment fonctionne ce langage. Et j'ai passé beaucoup de temps sur ces premières pages. Ça se sent, hein, clairement que là, on sent vraiment que les premières pages, elles sont très 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 travaillées. J'enchaîne parce que je vois les deux premières pages. Hein. Hop, ou pas. On n'enchaîne pas sur les suivantes. Si. Ah voilà, ça y est. Hop, je reviens. Voilà. Et là, on continue. Et là, on voit que très rapidement, il y a des nouvelles couches d'informations qui arrivent. Décor, couleur, ambiance. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que vous avez travaillé couche par couche. C'est exactement ça. En fait, c'est information par information. D'abord, j'arrive avec le lecteur, je lui montre une image qu'il connaît, qu'il peut lire. Donc, c'est une image de licorne. Il la comprend, que je dis que c'est un gâteau. Puis, j'introduis la mère, puis le fils, puis le père. Et puis après, je les installe dans un décor. Et après, en fait, je complexifie ce décor. Et après, c'est parti, en fait. Page 5. Le lecteur a tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, un des grands soucis que j'avais, c'est d'avoir une sorte de fluidité de lecture, de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de devoir travailler, décrypter tout ce qu'on voit, et ce travail d'épure, en fait, de poncer, dépolir. Je passe quelques images, oui. Vraiment libre de commenter ça, parce que là, par exemple là, la scène assez extraordinaire, on va revenir un peu sur le récit lui-même, mais juste au niveau graphique, cette scène que je trouve géniale, comment mettre en scène une course de chevaux avec des petits points, oui. Que des petits points, et pourtant tout est parfaitement clair, la mise en avant là, de ce prix, avec une somme d'argent tout à fait colossale, on va y revenir.
Et puis après, on arrive quand même dans une bande dessinée qu'on pourrait qualifier de plus classique, mais même là, on peut voir par exemple sur la case de droite que les cases, elles sont séparées en pièces et que ces pièces, chacune ont une ambiance différente, des couleurs différentes. Ça a vraiment été travaillé aussi là au niveau des décors, couche par couche, ou bien c'était quand même chaque fois construit dans un ensemble dans lequel les personnages s'inséraient? Alors, en fait, la manière dont j'ai travaillé, c'était proche de... Moi, j'aime faire une acquaintance avec le théâtre, c'est-à-dire que j'ai un décor, j'ai des personnages, et le théâtre, en fait, travaille aussi beaucoup avec le dialogue. En tout cas, un certain théâtre. Et donc, en fait, une fois que j'ai mon espace, c'est comment, en fait, placer mes personnages et puis faire en sorte que la narration se passe bien. Donc, je dessine mes décors que j'ai dans un coin, et puis après, en fait, je mets en scène... Alors là, c'est des pleines pages, mais avec le système de cases, je peux, en fait, comme ça... mettre en scène la narration. Là, ce qui était intéressant, c'était en fait, il y a eu bagarre, et c'est de raconter cette bagarre à travers tous les petits objets qui ont été déplacés, qui sont tombés, et on peut s'imaginer en fait. C'est toujours, en fait, la force en fait, un des postulats que j'avais, qui m'a guidé tout le long de mon travail à travers la narration, c'est que au final, ça sera toujours dans la tête du spectateur, du lecteur que ça se passe. Et donc, c'est comment finalement collaborer avec cet esprit pour lui faire ressentir ce que je voulais lui faire ressentir, tout en amenant un peu de son intime, de lui-même et de son interprétation. C'est en montrer suffisamment, mais pas trop en montrer. C'est cette danse, en fait, justement, qui était assez difficile à trouver parce que avant ça, par exemple, j'avais la météo, j'avais des ombres portées, j'avais des effets de lumière, j'avais des tas de trucs qui étaient assez, entre guillemets, séduisants, qui faisaient des jolies images, mais qui ne servaient pas à la narration, en fait. Et donc, c'est ce pas en avant, en arrière aussi visuellement que j'ai dû faire pour l'épure, enfin, on revient à ça, moi je trouve que c'est un terme qui résume assez bien en fait graphiquement l'œuvre. C'est épuré, y compris jusque dans les schémas, parce qu'on vous trouverait à l'intérieur de cette bande dessinée pas que un récit, on va dire, classique, même s'il ne l'est pas du tout, mais également des représentations de schémas corporels, mais toujours avec une couche d'information. On voit par exemple en bas à gauche, il y a une représentation de la douleur qui va être réutilisée plus tard, donc nouveau une couche supplémentaire de compréhension, ou alors des schémas de construction, par exemple avec la vaginette de Billy le Grutier. Oui. Nous expliquer ce que c'est la vaginette de Billy le Grutier? C'est dans le titre, la vaginette. En fait, c'est un... Qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a des jeunes qui sont dans un quartier dans un quartier, et je voulais qu'ils aient un business en fait. Mais je voulais pas que ça soit de la drogue, je voulais pas que ça soit un truc. Je voulais que ça soit plus quelque chose de tabou, un peu comme la drogue finalement, qui est un peu tabou. On n'ose pas trop en parler, mais il y a le sexe encore, et encore pire l'autosexualité. Je veux dire, c'est encore plus tabou que le sexe. Et voilà, des jeunes qui découvrent leur sexualité et puis qui font business de cet outil de plaisir solitaire. Et voilà, il faut savoir une chose, c'est que il y a des boules de feu, il y a des morts, il y a des choses très choquantes dans ce livre, mais le truc qui crispe, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Là-dessus, moi je sortais ça parce que je trouve ça amusant en termes de schéma, mais ça, c'est vraiment une démarque. Mais ça réveille des choses. Ah oui. Vous vous rendez pas compte, vous là. Faut savoir que j'étais invité dans des écoles, puis désinvité. On dit, ah oui, là, non, mais la vaginette, quand même, ça, on peut pas montrer. Alors qu'il y a c'est hyper violent, comme récit. Il y a effectivement, c'est de la violence morale, physique. Une fois, mais ça, je vais rencontrer des ados et je me suis dit c'est un bon moyen d'ouvrir, de parler de ça et de dire voilà, c'est quelque chose que tout le monde fait, enfin voilà, et puis il y a plein de manières de le faire différemment et puis tout va bien quoi. Bah oui. Justement, ça coince. Il y a encore du travail à faire. Alors j'espère que ça y a contribué. En tout cas, si jamais vous voulez construire une vaginette, voilà, là vous avez un schéma parfaitement clair. Alors je vais passer peut-être un tout petit peu sur quelques scènes. Voilà, on a d'autres scènes qui sont que je trouve assez extraordinaires. Tout l'épisode de l'océan, de la baleine. C'est un baleine, ou un cachalot? Tout à fait. Cachalot ? C'est une baleine bleue. Baleine. Ou alors cette mise en scène que vous voyez sur la page de droite, assez géniale, je trouve, de ce qui peut se passer à la radio. En fait, schématiquement, on comprend que c'est une ligne sonore de radio, une sinusoïde.
hyper intéressant. Un duel que vous voyez ici à gauche, par exemple, un duel de whisky, typique en fait c'est très Tarantino, moi j'ai trouvé cette scène. Oui, c'est très cinéma. Oui. Mais parfaitement assumé et je trouve de manière assez brillante. En l'occurrence, le temps file. Alors et là, je suis obligé d'avancer un tout petit peu avec les slides. Je vous propose d'enchaîner avec un nouvel extrait de Star Wars, une autre partie de votre film d'animation, parce que on retrouve également Star Wars, mais là un autre épisode, l'épisode 5, également dans un foyer, est en train de regarder ce fameux épisode de Star Wars, mais on va revenir sur l'épisode précédent. Voilà pour ce deuxième extrait, ça fait des frissons, hein. Franchement ça fonctionne, mais du tonnerre de Dieu, je trouve. Vraiment magnifique. Sacré boulot en tout cas. Ouais, alors c'est un long boulot. Je redis l'excellent Laurent Dormont, vraiment on le remercie chaleureusement. On revient un petit peu quand même à la couleur des choses, parce que j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Le temps file incroyablement vite quand on regarde de si belles choses. Et puis pour revenir un petit peu justement aux thématiques qui sont abordées, parce que c'est une œuvre extrêmement riche. Alors voilà, il y a beaucoup de thématiques, la thématique de la violence familiale, scolaire, sociale, le père absent, le père fuyant. Il y a aussi beaucoup d'humour. Moi, je trouvais vraiment quelque chose à la frère Cohen, à la Tarantino. Mais vous, Martin Panchaud, comment est-ce que vous pourriez résumer cette œuvre qui a vraiment, comme on l'a dit, beaucoup de couches graphiques et narratives différentes? Pas facile comme question. Oui, alors pour résumer l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Simon qui a 14 ans, qui va à la fois en fait connaître un grand malheur et un grand bonheur simultanément, c'est-à-dire qu'il va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire être très riche, et à la fois perdre tout ce qu'il a, c'est-à-dire amis et famille, et se retrouver en fait dans cette situation où il est au porteur d'un billet gagnant d'une course d'un pari sportif qui vaut plusieurs millions de pounds, mais personne pour contresigner le ticket. Et finalement, ça c'est on est au début de l'histoire et on va le voir en fait, essayer d'être à la recherche finalement de quelqu'un de confiance pour pouvoir qui contresigne le ticket et toucher l'argent. C'est un road trip un peu paternel ou de retrouvailles, de recherche d'une figure. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont guidé à travers ce récit. D'abord, en fait, il y avait une phrase de Jacques Brel qui disait qu'en fait, quand vous allez interroger quelqu'un, je sais pas, un postier dans un bar, et qu'il a un peu bu, il vous dira toujours qu'il aurait voulu être pilote, qu'il aurait voulu être... Enfin, vous allez retrouver l'extrait, c'est assez fort. Et au fond, finalement, l'homme, ce qu'il veut, c'est aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Et finalement, c'est un jeu comme ça Après, il y a une métaphore sur l'œuf. Je vous invite à voir l'extrait. De toute façon, écoutez ce que dit Jacques Brel, c'est souvent très très bien. Et je me suis dit, et moi, pour le coup, mon père, mais le père de mes amis et le père de tous ceux beaucoup de pères, en fait, ont été voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont autorisés à dire, écoutez les gars, on va vivre notre vie, quoi. Et en fait, j'ai voulu raconter ce chassé-croisé de ce père qui finalement part et d'un autre qui revient. En fait, c'est aller et retour. Et à travers ça, il y a plusieurs pères, hein, effectivement. Sans dévoiler, mais il y a plusieurs figures potentielles. Il y a plusieurs figures paternelles, exactement. Et c'était ça en fait qui m'intéressait de raconter finalement et puis finalement aussi ce garçon qui finalement a tout contre lui et pourtant en fait il a quand même des bonnes choses, il a quand même de la chance. Il a cette chance, mais c'est vrai qu'il part de loin, hein, parce que famille pauvre, il est obèse, il est timide, ça marche pas avec mais il est volontaire. Il est volontaire et il est courageux. Et il est courageux, exactement. Donc voilà, ça c'était vraiment le cœur de l'histoire. Après, j'y ai mis plein d'autres choses que j'aimais beaucoup, des rencontres, des références, des moments. Et finalement, j'ai écrit d'abord l'histoire. J'avais écrit ce que j'avais envie de raconter. Puis après, j'ai passé à la phase de la réalisation en n'ayant pas toutes les solutions quant au rendu visuel, au savoir, tiens, comment
j'exprime un voyage, comment j'exprime une musique ou un son. Là, on a vu un exemple, par exemple, avec la radio avant. Exactement. Ouais. Et comment on fait un duel de whisky? Un duel de whisky, ça c'était... voilà, là je voulais raconter un duel type choix des armes, mais au lieu qu'on choisit des armes, on choisit du whisky, puis on décrit le whisky qu'on choisit, pourquoi on le choisit. Finement, c'était du Glenfiddich qui était trop complexe. Trop complexe, voilà, lui il fallait un truc plus simple. Et voilà, et à chaque fois, en fait, ça qui est intéressant avec ce type de récit, c'est qu'on plonge dans le monde du whisky, dans le monde des baleines bleues, dans le monde des ferries, des courses, de Star Wars, de ce genre de choses. Et oui, ça fait partie du job, et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a. Alors je redis, c'est vrai que je me répète, mais il y a vraiment beaucoup de couches différentes, comme dans certains très grands films. Moi, j'ai vraiment pensé à du Tarantino ou du Cohen, en fait, en lisant ça, parce qu'il y a vraiment le côté road trip. Et puis on passe vraiment de l'humour au drame, de page après page presque. Il y a beaucoup d'humour noir, ça tape fort, ça clash, ça tape sous la ceinture, mais de manière assez jouissive, je trouve. Est-ce que vous avez ça en tête au moment d'écrire cet ouvrage? C'est références cinématographiques ou c'est d'autres choses qui ont nourri? Alors non, en fait, faut savoir que j'ai une base de culture qui est très cinématographique parce que, en fait, étant un grand dyslexique, j'ai pratiquement jamais lu de livres papier, pour de vrai, ou très très peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert les livres audio. Et c'est à travers les livres audio en fait que j'ai pu connaître un peu la littérature classique. Et par exemple, pourquoi j'arrive à faire Star Wars? Parce que Star Wars, c'est 1000 heures de livres à écouter, donc c'est très plaisant en fait. C'est aussi ça que ça sert, le dessin. La question, j'ai oublié, je me suis perdu en route. Les références ciné. Oui, évidemment. Évidemment, il y a Guy Ritchie aussi. Guy Ritchie, oui. Il y a en fait tout cette... et les livres et les films sont passés par le son, la voix. Pour moi, c'est très important. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis autorisé à écrire. C'est parce que j'écrivais des lignes de dialogue. J'écrivais pas de la littérature. Il faut savoir que on nous explique... on décrit la littérature comme un temple où on nous sort du Hugo, du Zola, du oulala, tu veux écrire un livre comme Hugo, t'es sûr? Enfin, il y a une sorte de charge comme ça, on se confronte à un monde qui est une sorte de cathédrale et beaucoup d'universitaires. J'ai des amis universitaires qui se cassent les dents à essayer d'être auteurs face à des monstres. Ça peut être très très violent. Et moi, je suis passé par cette porte détournée en mode non, mais moi, j'écris pas des livres, je fais juste des dialogues, moi. Puis vu que je sais parler et que je sais entendre, je peux répéter tout ce que je vois et raconter mon histoire à travers ces mots-là, finalement, les mots qui sont dits. C'est vrai que c'est très... peut-être un peu paradoxal, mais c'est une bande dessinée que j'ai trouvée très orale, effectivement. C'était vraiment... pour ça que je pensais aussi à Tarantino, qui est connu pour son sens des dialogues absolument incroyable, aussi les frères Cohen. Et effectivement, Guy Ritchie... j'ai retrouvé les mafieux, en fait, dedans. J'ai pensé à Snatch ou à... Ouais, peut-être un Snatch. Oui, c'est possible. Oui. Il y avait quelque chose qui tournait autour de ça. Mais il y a d'autres références aussi. Moi, ça m'a fait penser aussi beaucoup aux jeux vidéo, par exemple, graphiquement. Il y avait quelque chose de GTA, premier du nom, mais voilà, graphiquement, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir lorsque les jeux vidéo n'avaient pas encore des capacités de traitement de la 3D aussi impressionnantes qu'aujourd'hui. Oui. On aurait pu avoir cette histoire vraiment qui aurait pu être racontée comme ça. Est-ce que le jeu vidéo, ça fait aussi partie de votre imaginaire d'artiste ? Complètement. Comme je disais, en fait, moi j'ai connu l'ordinateur. Enfin, moi je fais partie de ceux qui jouent sur PC parce que j'ai connu en fait cet ordinateur de bureau à qui on pouvait détourner son utilisation en faisant des jeux. Et ça, c'était très formateur aussi. Maintenant, la vision top-down, c'est vrai que au-delà des jeux vidéo, même à l'époque où on n'avait pas de capacité de 3D, en fait, toutes les cartes, toutes les représentations d'espace sont faites en fait de top-down. Donc même quand on joue à The Witcher, on a à un moment donné une carte avec des lieux, avec cette idée-là. Donc finalement, on la voit partout, cette représentation. Et il s'avère que maintenant, je suis en train de travailler sur un jeu vidéo. Ah, ça c'est une nouvelle alors. Voilà. Quel type de jeu vidéo ?
Alors en fait c'est du narrative game. On prend vraiment les codes, sauf qu'on peut déplacer les personnages et c'est vrai que ça ouvre en fait ce choix qui est très simple en fait, se dire que au lieu de représenter une personne visuellement, on dit cette forme-là c'est une personne. Eh ben le fait de la déplacer dans l'espace, la manière dont elle se déplace peut déjà raconter beaucoup de choses. La manière dont on appelle ça les boucles de gameplay, c'est-à-dire la manière dont par exemple, si mon personnage est ivre et qu'on veut le déplacer, le fait qu'il ne suive pas complètement le chemin droit nous raconte déjà quelque chose sur ce personnage, quand bien même c'est un rond, et lui faire dire des choses, et ça marche très très bien. Donc là, on est à la proof of concept. J'apprends le monde du jeu vidéo, hein. Mais et on est en recherche de développeurs, de financement. Enfin, D'accord, ça c'est un projet à vous, ou ça vous êtes greffé plutôt sur un studio qui vous a... Alors c'est un studio qui m'a appelé et moi je suis j'ai le rôle de rigolo de scénariste, auteur et directeur artistique. Ah ouais, et ça c'est un rôle maintenant qui arrive à vous occuper. En fait, on parlait justement quand même de la nécessité de gagner de l'argent, parce que c'est quand même un business. C'est maintenant grâce à ça que vous arrivez en fait à avoir une assise financière suffisante pour pouvoir poursuivre également votre travail en bande dessinée. Non, là, en fait, ce serait rigolo. Je pourrais vous faire une sorte de schéma sur comment je paye mes factures. Parce qu'on parle pas souvent en fait de l'économie artistique en fait, mais c'est un business, c'est une économie, puis il faut pouvoir en vivre. Et puis souvent, on a l'impression que les artistes, ils font ça. Ils font ça parce qu'ils sont rentiers, mais c'est assez rarement le cas. Non, c'est rarement le cas, mais en fait, d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, le sujet de l'argent, et notamment de l'argent en termes d'industrie, c'est-à-dire comment on fait travailler l'argent, comment l'argent se nourrit, peut nous débloquer du temps, nous, en tant qu'artistes, et de la liberté, et aussi de la liberté de se tromper, finalement. Parce que c'est comme une phase où on ne sait pas, on n'applique pas une formule finalement, et en Suisse c'est très très compliqué. Et donc en fait moi j'ai des apports un peu qui viennent de différents canaux, que j'arrive maintenant à être à l'équilibre. Mais c'est aussi quelque chose que déjà très tôt j'étais à l'affût en fait de ce sujet-là. Et oui, ça reste compliqué. Et même par exemple, la couleur des choses, là, on a dépassé les 40 000 exemplaires vendus. Ce qui est titanesque pour une bande dessinée de ce type-là, et même pour une bande dessinée tout court, c'est déjà un sacré succès. Hein. Oui, complètement. Oui, c'est le best-seller de mon éditeur, tout titre confondu. Si on dépasse 4 000 exemplaires, déjà, c'est un succès. Hein. Oui, c'est ça. Donc, 40 000, c'est vraiment énorme. Oui, c'est énorme. Mais l'argent de cela, je le verrai en 2024. Donc, comment je fais pour tenir jusqu'à là, j'ai touché l'argent de 2022, donc les 4 mois de septembre à décembre, mais voilà. Et donc c'est là où il y a aussi une chose, peut-être s'il y a des artistes dans la salle, se rendre compte qu'on fait partie d'une économie qui est assez fructueuse, qui permet en fait à plein de gens de vivre, et cet argent qui est à moi mais qui n'est pas encore dans ma poche, il permet en fait de faire vivre beaucoup de gens et d'être investi et tout ça. Et parfois il y en a qui se disent non mais moi je fais de l'art, c'est pas important, c'est normal que je gagne pas ma vie, ou c'est normal que je travaille gratuitement, qui est encore pire. Et voilà, pour réaliser que c'est un pan économique qui est important en Suisse et qui pèse des milliards, et qu'il est juste en fait qu'on paye les artistes à la hauteur de la valeur qu'ils apportent. Je crois que ça c'est une magnifique conclusion, puis un magnifique appel à toute la profession. C'est vrai, parlons d'argent, parce que après tout, c'est un métier, il faut pouvoir s'y consacrer. Je vous remercie infiniment, Martin Panchaud. Vraiment, merci beaucoup. Un plaisir infini de vous avoir avec nous. Je vous propose qu'on conclue cette rencontre avec une dernière expérience Star Wars. C'est la fin de cette fameuse séquence de la bataille de Yavin. Et puis vraiment, je pense qu'on peut déjà applaudir d'ores et déjà Martin Panchaud. Il y avait peut-être une petite... Il y a une petite question, alors attendez. Alors, on va faire quand même une petite question. Ah oui. Mentionné à plusieurs reprises la question des droits. Donc Star Wars, c'est un projet qui est l'adaptation de Star Wars, qui est complètement hors jeu, hors cadre, ou bien? Alors, est-ce que tu es dans l'illégalité? Alors tout à fait. Alors techniquement, je suis dans la pure illégalité. Sauf que faut savoir que pendant que je créais ce projet-là, il y avait quelqu'un qui avait fait un Kickstarter avec un blueprint, enfin une sorte de visualisation, une coupe de l'étoile noire, que j'ai contacté, pour lui demander comment il avait fait,
parce qu'il était en train de récolter des dizaines de milliers de dollars avec ça. Et le jour d'après, je crois qu'il s'était fait cancel par l'avocat et tout ça. Et moi, c'était ma hantise pendant que je travaillais là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était du fan art. Plus tard, ils m'ont contacté, Lucasfilm m'ont contacté, mais pour une interview. Et en fait, ce qu'ils ont bien compris, c'est que la base de fans, la fanbase, est un actif très intéressant pour cette licence parce qu'elle permet de faire vivre la licence. Elle permet de la faire exister. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, des fan-films, il y a des fan-films qui sont même meilleurs que les vrais, c'est pour vous dire, tant qu'on ne fait pas un franc avec. Donc voilà. Donc tant que c'est gratuit, tant qu'on ne cherche pas à faire du merch, des t-shirts, des choses à vendre, il n'y a aucun problème. Dès qu'on cherche à monétiser, il y a le coup près qui tombe. Voilà, mais c'est une exception, je pense. Merci. Voilà. Merci Martin Panchaud, merci infiniment. Je vous propose qu'on puisse applaudir d'ores et déjà Martin Panchaud. Merci. Et puis on enchaîne avec ce dernier extrait. Il est derrière toi. Red Leader, on est juste au-dessus de vous. Virez, on vous couvre. Laissez tomber, je crois que mon moulin bâbord est touché. Mettez-vous en formation d'attaque, les gars. Base rebelle à portée de feu dans 1 minute. 1 minute. Biggs, Welch, serrez la formation. On enfile le couloir, il faut y aller plein gaffe pour empêcher les chasseurs de nous remonter. Compte sur nous, patron. Luc, à cette vitesse, tu pourras pas déboîter à temps. Le rase-mot entre les montagnes et à la maison, c'était pire. On reste un poil en arrière pour te couvrir. J'attrape la tour sur mon écran, mais je vois pas la bouche d'entrée. T'es sûr que l'ordinateur peut la situer? Appuyez à fond, montez à 180. Oui, la bouche d'entrée, je la vois pas. Toi, tu t'occupes des chasseurs et moi de la bouche d'entrée, tu veux bien? Les deux, le stabilisateur se bloque sans arrêt. Tu peux desserrer le rotor? Chasseurs ennemis au point 1, 13-6. Je suis touché. Je crois que je dois vous lâcher. Oui, dégage-toi, tu es en course, pas la peine de rester. Désolé. Laissez-le filer, restez sur l'engin de pointe. Mouille-toi, Luc, qui s'amène plus vite. Cette fois, je peux pas les tenir. Les deux, essaie de pousser les turbines. Dépêche-toi, Luc, les voilà. Les voilà. Base rebelle à portée de feu dans 30 secondes. Je me charge de l'homme de tête. Accroche-toi des deux. Luc, fais appel à la force. Suis ton instinct, Luc. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Luc, aie confiance en moi. Son ordinateur de visée est coupé. Luc, votre collimateur est débranché. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va très bien. Ils ont eu des deux. L'étoile noire est en orbite. L'étoile noire est en orbite. La base rebelle est à portée de feu. Ouvrez le tir, messieurs. Déclenchez la mise à feu.
je te tiens. Quoi? Attention! La route est dégagée, petit gars! Fais-moi péter cet engin et on rentre! Paré à tirer. 5, 4, 3. Bien joué, petit gars, t'as mis droit dans le mille! Souviens-toi, Luc. La force est avec toi à tout jamais.